pensées vagabondes de Tao. Pour commencer ce nouvel exercice, Maître Fong expliqua à Tao. Pour démarrer la méditation, il faut se diriger vers la pratique de l'attention, grâce à laquelle nous ramenons en lui-même l'esprit dispersé et rassemblons ainsi les différents aspects de notre être. Nous appelons cet état « demeurer paisiblement ». Cette pratique permet d'accomplir 3 choses. Premièrement, les divers aspects fragmentés de nous-mêmes qui étaient en conflit se dissolvent et s'harmonisent. Dans cet apaisement, nous commençons à mieux nous comprendre et il nous arrive même, parfois, d'avoir un aperçu de la splendeur de notre nature fondamentale. Deuxièmement, la pratique de l'attention désamorce notre agressivité, notre négativité et la turbulence de nos émotions. Plutôt que de les refouler ou de nous y complaire, il importe ici d'envisager nos émotions ainsi que nos pensées et tout ce qui s'élève avec une sympathie et une générosité aussi ouverte et vaste que possible. Certains maîtres disent que cette générosité pleine de sagesse possède la saveur de l'espace illimité. Troisièmement, cette pratique dissout et élimine en nous le mal et la dureté, dévoilant et révélant ainsi notre bon cœur authentique. Alors, comment serons-nous à être utiles à autrui? En supprimant graduellement toute dureté et agressivité grâce à la pratique, nous permettrons à notre bon cœur authentique, à cette bonté fondamentale, notre vraie nature de resplendir et de créer l'environnement chaleureux au sein duquel s'épanouira notre être véritable. Mais je dois me mettre dans quelle position? Et faut-il garder les yeux fermés? Demanda Tao à Maître Fong. Reste tranquillement assis. Le corps immobile, la parole au repos, l'esprit en paix. Il faut permettre aux pensées et aux émotions, à tout ce qui surgit, de s'élever et de disparaître. Ne t'attache à rien. Avant d'acquérir la maîtrise de notre esprit, il faut d'abord apaiser son environnement. Pour l'instant, l'esprit ressemble à la flamme d'une bougie, instable, vacillante, constamment changeante, attisée par les sautes de vent de nos pensées et de nos émotions. La flamme ne brûlera régulièrement que lorsque l'air environnant sera immobile. De la même façon, nous ne pourrons entrevoir la nature de notre esprit et y demeurer qu'après calmer l'agitation de nos pensées et de nos émotions. Ces formes étaient en fait les racines techniques d'un style, des positions d'enracinement, déplacement, blocage, coup, etc. Les techniques de défense étaient pratiquées également. L'enseignement comptait un travail rigoureux sur les évitements, les défenses décollées, défenses collées, avec ou sans contre-attaque, contre les attaques armées ou à main nue. Un travail soit debout, soit au sol, avec un ou plusieurs partenaires, les armes étaient un passage obligé vers l'accomplissement de chaque disciple. Qu'il s'agisse de bâton, lance, canne, sabre, épée, hallebarde, bâton, à 2 ou à 3 sections, fléau, crochet, chaîne, chaque arme était étudiée jusqu'à sa parfaite maîtrise. Après quelques jours, Tao demanda à Maître Fong de pouvoir juste prendre en main son sabre. Maître Fong l'accompagna dans cette démarche et le laissa prendre l'objet en main, le caresser, le regarder, puis le remettre en place. « Pourrais-je l'utiliser à l'entraînement » demanda Tao. « Chaque chose en son temps » répondit Maître Fong. Puis, sans dire un mot de plus,
Maître Fong saisit avec délicatesse la main de son jeune élève, traversa les couleurs du temple en direction de la sortie. Il fit ouvrir les portes d'enceinte et ils se retrouvèrent tous les deux dehors. « Je vais t'emmener chez toi, Tao. Il me semble important que tu y retrouves tes racines. Mais tu ne pourras pas y rester, car si tes parents étaient revenus, le lieutenant Chang m'en aurait informé. » Ainsi, chemin faisant, Tao reprenait vie et espoir. Mais arrivé devant la demeure, il constata que le restaurant était fermé, comme il l'avait laissé, avec son père en partant à la recherche de Kimai. Le temps semblait s'être arrêté ou suspendu à cet endroit. Tao savait où son père cachait la clé de l'établissement et s'y rendit immédiatement et sans perdre un instant pénétra dans la maison, le cœur serré. Il constata que la table n'était pas débarrassée. La cuisine était encore pleine de nourriture périmée. Puis il monta voir la chambre de ses parents et constata avec amertume le même vide et une terrible absence. Il se dirigea vers la petite table de nuit où sa mère rangeait ses quelques affaires. Il ouvrit avec délicatesse le petit tiroir de la commode et caressa les petits objets appartenant à Kimai. Il prit dans une boîte un collier avec comme pendentif un petit Bouddha de jade. Il embrassa l'objet avant de le remettre autour de son cou. Puis il fouilla un peu dans les maigres affaires de son père et prit un coffret en bois dans lequel se trouvaient quelques plumes et tampons ainsi que de l'encre pour écrire. Ensuite, il se rendit dans sa chambre, s'assit sur sa couche, prit Bandit sur son cœur et lui dit « Je t'avais bien dit que je ne t'abandonnerai jamais. » Il l'embrassa tendrement, le mit à l'intérieur de sa tunique et redescendit sur les marches devant l'entrée où l'attendait Maître Fong. Alors qu'ils s'apprêtaient à repartir, ils croisèrent la patrouille du lieutenant Chang qui s'arrêta immédiatement et s'adressa à Maître Fong. « Nous revenons de la forêt. Les rebelles n'y sont plus. Ils ont dû partir il y a quelques jours, » ajouta-t-il. « A-t-on idée du nombre de personnes disparues ?» demanda Maître Fong. « J'ai perdu 6 hommes que nous avons pu décrocher des arbres. C'était épouvantable, dit-il. Et puis, on a ramené la dépouille de Li Tsung, assassinée elle aussi. Et on est sans nouvelles des parents du petit et de la femme qui se trouvait avec eux. »« C'est Ang Wei-Wu, dit le jeune garçon. Elle était avec ma maman et Li Tsung. »« Eh bien, mon petit, répondit Chang, tout porte à croire qu'elles ont été emmenées par les rebelles dans leur périple sur Pékin. C'est peut-être une bonne nouvelle que nous ne les ayons pas retrouvées, car seuls les cadavres sont restés près de leur campement. » Tao avait les larmes aux yeux, et en même temps il était presque rassuré et pouvait se remettre à espérer. « Il y aura célébration à la mémoire des victimes ce soir sur la grande place, » dit Chang avant de repartir. Maître Fong et Tao reprirent la route en direction du temple. Puis, Tao regarda et regarda encore sa chambrette, installa Bandit sur sa couche et s'allongea juste à côté de lui, ferma les yeux et prit un peu de repos.